Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne Kanokaka Télévision, c'est votre émission À l'honneur. À l'honneur est une émission sociopolitique et nous avons l'honneur de recevoir pour vous à ce jour l'analyste politique Alain Bolodjoa. Bonjour à Monsieur Alain. Bonjour, chers concitoyens. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Monsieur Alain Bolodjoa, de manière introductive, j'aimerais juste que vous puissiez faire juste votre portrait moral. Qui est Monsieur Alain Bolodjoa? Congolais, Monsieur Alain Bolodjoa Zanani. Bien sûr que vous êtes analyste politique, mais par rapport à la profession et par rapport à votre vision politique. Alain Bolodjoa Azali, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, initiateur et président national, il y a parti Levons-nous et bâtissons, les BAT en abrégé. Nazali, économiste de formation, chercheur indépendant en économie de développement et développement durable. Nazali, auteur et à livre Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques, édité par la maison Harmattan. Nazali, étudiant en master en criminologie. Nazali, marié, père de 6 enfants. Je suis passionné à la lecture et j'aime mon pays. Voilà. Merci beaucoup. En tant qu'écrivain, aujourd'hui par rapport à la situation de notre pays, le jeune n'aime plus la lecture. Selon vous, en tant qu'écrivain, qu'est-ce qui a fait que la jeunesse congolaise de notre nation puisse, comment dirais-je, avoir le dégoût de la lecture? Moi, je n'ai pas une vision... je ne partage pas cette idée disant que le Congolais n'aime pas la lecture. Dans la règle, il y a toujours des exceptions. Parce que vous trouvez, chaque année, notre pays déverse sur le marché près de 600 000 jeunes qui terminent leur cycle humanité pour aller à l'université. Et je ne vois pas un élève ne pas lire. Peut-être qu'on ne lit pas assez. Peut-être qu'on n'a pas bien orienté notre lecture. Au lieu de faire une lecture dans le cadre de la recherche, on est plutôt dans la lecture pour information. Et ça freine en partie le développement du pays. On n'a pas assez de bibliothèques parce que déjà l'État lui-même n'a pas cette culture. J'étais d'ailleurs surpris de voir certaines personnalités politiques, je dirais certains dignitaires, n'avoir aucune idée sur certaines lois, alors qu'ils ont participé eux-mêmes dans la rédaction de cette loi. Et donc, c'est déjà un problème. Il faut que nous cultivions effectivement cet esprit de lecture et bannir des esprits la lecturophobie qui s'est installée depuis un certain temps. Il y a quelqu'un qui a dit, si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, il suffit seulement de le mettre dans un livre. Si. Personnellement, je ne partage pas cette idée, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et c'est ça aussi la vision que nous avons au niveau de notre parti. Déjà au départ, nous avons plus de membres fondateurs étudiants. C'est déjà quelque chose et nous insistons plus sur la formation justement parce que nous voulons donner le goût de la lecture et de la recherche. Et d'ailleurs, tous les membres de notre parti qui viennent de défendre leur mémoire vont écrire des livres sur base de ça. Ils seront encadrés et le parti va prendre en charge toutes les dépenses liées. Et vraiment, je suis flatté et encouragé en tant que jeune aussi qu'on a quelqu'un qui a une vision pour le développement de l'éducation et aussi Monsieur Alain Bolodjoa. Est-ce que pensez-vous que dans l'avenir, pourrez-vous avoir une maison d'édition? Non, je ne rêve pas de ça. Mais ce qui est vrai, j'ai eu à encadrer beaucoup de jeunes. D'ailleurs, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu à former beaucoup de jeunes dans le cadre de conception, élaboration, évaluation de projets. Je crois que j'ai organisé des activités pratiquement dans toutes les provinces. Je préfère ne pas tout faire. Voyez-vous,
au risque de mal orienter mes énergies, moi je préfère plutôt encadrer les gens pour les amener vers les maisons d'édition. Mais ce qui est vrai, nous avons des difficultés parce que moi-même j'en ai connu. J'ai terminé mon livre en 2012. Le premier éditeur est venu en 2013 et le travail n'a pas été bien fait. J'étais astreint à attendre jusqu'en 2022 pour trouver Harmattan. Parce que la conditionnalité déjà pour éditer un livre à ce niveau posait problème. Il fallait acheter au moins 50 exemplaires. Je prends le cas de mon livre, ça se vend à 27 €. Donc je devais payer 1000 $ pour avoir les 50 exemplaires. Je devais payer, prendre en charge toutes les dépenses liées à la correction, à la mise en forme, à la mise en page. Ça me coûtait pratiquement dans les 1000 $. Ça faisait 2000 $. Alors, essayez de vous imaginer, vous sortez à peine de l'université, vous voulez vous lancer dans l'écriture, on vous demande 2000 $, un ancien étudiant, c'est vraiment difficile. Alors, si l'État a le jour où nous aurons le pouvoir, on va organiser au niveau des ministères de fonds, des recherches qui seront aussi destinés aux étudiants. Et comme ça, les étudiants auront la possibilité d'avoir un endroit où vous avez votre projet de livre, vous déposez. L'État peut analyser, si les maisons d'édition n'en veulent pas, l'État peut analyser au regard de la portée de ce que vous développez. On peut vous orienter dans une maison d'édition ou sinon être publié par des universités. Et comme ça, ça va permettre aux gens d'avoir d'abord le goût de l'écriture et le goût de la lecture. Voilà. Monsieur Alain Bolodja, nous sommes vraiment flattés de votre passion par rapport à la lecture. J'étais vraiment émouvé d'avoir quelqu'un qui a une vision pour les écrivains congolais. Et vraiment, nous sommes très flattés. Monsieur Alain Bolodja, en tant qu'écrivain ou en tant qu'aussi un politicien, si aujourd'hui, M. Alain Bolodja est devenu ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, quel serait son but ultime pour la réforme de l'enseignement supérieur? Je suis enseignant de formation. Je n'accepterai pas d'être ministre des Légions. Vous savez, il faut d'abord avoir une passion pour bien faire une chose, quelque chose. Je n'ai jamais été fasciné par ces postes-là. Je considère qu'il y a des gens qui en ont fait carrière, qui ont pris le soin d'analyser en profondeur les tenants et les aboutissants, qui ont une vision plus large que la mienne, peuvent le faire à leur niveau. Mais ce qui est vrai, si j'étais conseiller, par exemple, d'un ministre, il faut d'abord que nous ayons une politique d'enseignement au niveau global et que nous tenions en compte des réalités ou des exigences de la Constitution. Parce que nous sommes dans le cadre de la décentralisation. La chose que nous devons éviter, c'est de donner l'impression comme si tout le monde est appelé à être universitaire. Ça, c'est déjà un piège. L'université est destinée à l'élite. L'université est destinée aux excellents. Et nous avons réparti à deux niveaux, l'enseignement supérieur et l'enseignement universitaire. L'enseignement supérieur forme des chercheurs en recherche appliquée. C'est-à-dire que des gens qui sont aptes à passer directement à l'action. Mais l'université forme des chercheurs dans la recherche fondamentale, c'est-à-dire des concepteurs de grandes idées. Et donc, au regard de cette réalité, nous, au niveau de notre parti, nous commençons déjà à orienter l'enfant à partir de la maternelle. La maternelle sera obligatoire, primaire, secondaire sera obligatoire. Au niveau des humanités, on donne une orientation claire. Ceux qui veulent faire l'université ont une autre formation que ceux qui veulent se limiter au niveau de 6e pour être porteur d'un brevet qui aura aussi une valeur. Parce que ne donnons pas l'impression comme si tout le monde est prédisposé à être universitaire. Pour être universitaire, il faut avoir les prérequis. Celui qui n'en a pas est important, mais on peut l'orienter dans le métier. C'est-à-dire qu'on va faire la promotion et de la formation formelle et de la formation non formelle.
La formation non formelle, c'est ce qu'on appelle les cycles courts. Apprendre aux gens le métier, n'est pas aller à l'université. Et celui qui veut faire les cycles courts a des matières dont il n'aura même pas à exploiter. Et donc, on oriente de la sorte. Et donc, à l'université, on va réduire le nombre des étudiants et chaque zone, chaque district éducationnel aura au moins une université et un institut supérieur. On va veiller sur la capacité d'accueil des universités et sur les équipements ou les laboratoires universitaires pour que dans notre université, que nous arrivions à former des gens de qualité. Dans la recherche appliquée, par contre, on va donner les aptitudes de création d'emplois et orienter notre formation par rapport aux besoins de développement. Parce que par moment, on est surpris de voir, dans une université, vous trouvez, il y a plus de juristes que des agronomes. Vous prenez dans les institutions supérieures, vous trouvez des gens qui font plus la communication que la science appliquée. Et ça, ce sont des choses que nous devons bannir. Voilà pourquoi nous pensons que nous devons refonder l'État sur de nouvelles bases et donner une nouvelle orientation, pas au système d'enseignement, mais à la politique d'enseignement. Monsieur Alain Bolodja, par rapport à l'enrôlement 2023, le mois de janvier-février, on a vu à Kinshasa beaucoup de centres, les gens se bousculaient pour aller s'enrôler. Selon monsieur Alain Bolodja, cet enrôlement a été effectué de manière adéquate dans la ville de Kinshasa? Moi, je n'aime pas réfléchir comme tout le monde. Je préfère réfléchir différemment pour être différent. La philosophie, Badata Bama Bandeko, on les laisse pour le politicien qui veulent faire du sensationnel. Pourquoi avons-nous institué les élections? C'était justement pour mettre fin à la crise de légitimité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par légitimité? C'est l'acceptation du pouvoir ou des animateurs, détenteurs du pouvoir par le peuple. Cela n'est pas un chèque en blanc. C'est lui qui est bénéficiaire du pouvoir du peuple est condamné à faire des choses selon l'esprit de la Constitution et des lois de la République. L'enrôlement, c'est l'une des opérations pour nous amener au vote. Mais avant d'effectuer l'enrôlement, il y a d'abord ce qu'on appelle l'identification des électeurs. L'identification des électeurs veut dire qu'il faut que la personne qui vient pour s'enrôler soit identifiée comme électeur selon l'esprit de la loi. Moi, j'ai vu des étrangers se faire enrôler. Ah bon? J'ai vu des gens qui n'avaient pas qualité se faire enrôler. J'ai vu des gens qui se sont fait enrôler plus d'une fois. J'ai vu de fausses informations qui ont été fournies à la CENI. Ce qui sous-entend que dans ces désordres, il est difficile de parler des enrôlements. Un autre élément en détail, la qualité de personnes qui organisent l'enrôlement. M. Denis Kadima a été choisi par Kabila et M. Félix Tshisekedi justement pour flouer la population et faire semblant d'organiser de mauvaises élections dans le seul but de faciliter la vision FCC Cash demeurer au pouvoir. Ce qui veut dire qu'au regard de toutes ces réalités, je considère pour ma part que l'on doit mettre hors d'état de nuire tous ces éléments malicieux et permettre à ce que nous ayons de bonnes élections avec des animateurs dignes de ces deux. Donc, je considère pour ma part que c'était une aventure et je crains que ceux qui se sont fait enrôler utilisent ces cartes pour d'autres fins en dehors des élections. Monsieur Alain Bolodja, relevez-nous 4 points néfastes par rapport au déroulement des enrôlements en RDC. La désignation des animateurs de la CENI. Réunion. Deuxièmement, la qualité de la loi électorale et de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Troisièmement, la précipitation avec laquelle la cartographie a été faite. Quatrièmement, la qualité des acteurs qui ont été déployés pour ces faits. Ce sont là les questions majeures. Et puis, cinquièmement, bien que vous ne l'avez pas posé, les intentions de la classe politique par rapport
au processus électoral. Donc voilà. Monsieur Alain Bolodjoa, avez-vous confiance à la CENI? Confiance à la CENI, oui, mais pas aux animateurs de la CENI. Monsieur Alain Bolodjoa, selon vous, il y aura élection en décembre 2023? Bon, il y aura élection, mais je souhaite que cette élection soit organisée sans Félix Tshisekedi, sans Kabila, sans Denis Kadima, sans Nanga, sans tous ceux qui ont participé dans la forfaiture électorale de la fois passée. Vous avez dit que cette élection puisse se faire sans M. Félix Tshisekedi, sans M. Kabila. Selon vous, M. Félix Tshisekedi, son excellence, M. Félix Tshisekedi... vous considérez qu'il est excellent? Mais c'est notre président. Non, il peut être président et être piètre. Ah bon? Tout président n'est pas excellent. Ok, ça c'est votre avis. Si vous pouvez, par rapport à son mandat, donc il reste au moins, je crois, 7 mois, 7 à 8 mois pour que nous puissions passer aux élections. Si vous pouvez, en tant qu'analyste, en tant que chercheur, en tant qu'intellectuel, depuis qu'il a eu le pouvoir jusqu'à présent, selon vous, il y a eu le changement par rapport au mandat de M. Joseph Kabila? Évidemment, il y a les changements. Avant qu'on organise les élections, Félix Tshisekedi vivait grâce au salaire de sa femme. Aujourd'hui, il vit grâce à l'État, il est devenu riche. C'est ça le changement. C'est ça le changement. Oui. Non, M. Alain Bolodjoa, moi je parle de changement par rapport à la nation, pas par rapport à sa vie. Par rapport à la nation, c'est la gouvernance la plus médiocre. Comment ça? Oh, mais vous avez posé une question. Mais vous avez dit que c'est le gouvernement la plus médiocre. Comment vous pouvez insinuer la médiocrité alors que la personne a apporté une vision de la gratuité de l'enseignement? Non, il n'a pas amené la vision de la gratuité de l'enseignement. C'est par contre nous autres, quand nous étions dans la société civile, parce que lorsqu'on rédigeait la constitution, Félix Tshisekedi n'était pas là. Quels sont les facteurs d'amélioration pour développer notre gouvernance, selon vous? Non, commencez d'abord à respecter la norme. Prenons l'exemple. Dans la norme de gouvernance, parce que la Constitution a une partie projet de société. On a fixé un certain nombre de principes, de droits et libertés reconnus à la population. Ce qui est désiré par la Constitution, c'est un impératif. Mais comment y arriver, ça demande de la technicité, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Vous arrivez au pouvoir, vous trouvez que dans la Constitution, il y a un besoin de rendre gratuit l'enseignement. Ce que vous devez faire, c'est d'élaborer un bon programme parce que ça fait partie des grandes réformes que l'on doit initier. Il faut avoir une idée sur la capacité d'accueil, avoir une idée sur le comportement des acteurs, avoir une idée sur le coût, et ainsi vous mettez en place de politiques et de manière séquentielle. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi est venu avec ses incantations. Il s'est permis, lui, sans consulter de vrais techniciens, à nous lancer dans la gratuité dite de l'enseignement. On n'a pas, il nous est difficile aujourd'hui d'évaluer la gratuité de l'enseignement parce que dans la présentation, on considère que le fait d'avoir déclaré suffit. Non, la gratuité de l'enseignement impliquait aussi la capacité de l'État à prendre en charge toutes les dépenses liées à l'enseignement, au développement des infrastructures, à la prise en charge de la carrière des enseignants, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 enseignants qui ne sont pas payés jusqu'aujourd'hui. Les syndicats aujourd'hui est menacé par, comment il s'appelle, le monsieur là qui fait office du ministre, le ministre est le plus piètre. Oh là 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 là. Monsieur Alain Bolodjoa, essayez un peu d'arranger votre argumentation. Non, j'ai dit le plus piètre. Le ministre le plus piètre, il a commencé à menacer les syndicats et les gens n'ont pas la capacité de revendiquer leurs droits. Ça, c'est déjà un problème. Il a créé d'autres départements au niveau de ces ministères et il y a un dysfonctionnement. Ce qu'on vous présente à la télé, ce n'est pas ce qui est vécu au niveau de la base. Aujourd'hui, nous avons un problème de qualité de l'enseignement. Il y a certaines écoles qui n'ont pas été fiables avant et qui continuent à ne pas l'être aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on nous dit non, voilà, on aurait augmenté les salaires des enseignants, mais on a réduit les primes. En même temps, il y a des enseignants qui ont été désactivés, il y a d'autres qui ont été recrutés,
au lieu de remplacer un enseignant debout par un enseignant debout, on remplace un enseignant assis par un enseignant debout. Ça crée un désordre et vice-versa. Et donc, aujourd'hui, ceux qui connaissent les systèmes d'enseignement congolais et ses faiblesses comprennent que M. Félix Tshisekedi nous a amenés dans de bourdes, justement parce que lui-même n'est pas le fruit de cet enseignement. Découverte. Documentaire. Cinéma. Musique. Série. Jeunesse. Sport. Kano Kaka TV est une chaîne TV généraliste qui propose des programmes majoritairement produits à Kinshasa et traite tous les sujets de façon moderne. Kano Kaka TV, la chaîne qui impacte vos vies.